l'américaine qui est parue aux éditions des Escales, enfin les Escales. Bien évidemment, vous avez tous lu Les Déracinés. Oui? Y aurait-il des gens qui n'auraient pas lu Les Déracinés? Alors je ne sais pas si je dois vous plaindre ou vous envier, parce que c'est un superbe bouquin qu'il faut lire absolument. Et c'est un plaisir qui vous attend donc. Profitez-en. L'américaine, c'est une suite, entre guillemets, même s'il peut se lire sans avoir lu Les Déracinés, mais on va y retrouver quand même les personnages. Dans Les Déracinés, on vivait les pérégrinations liées à l'exil de juifs autrichiens à travers différents pays, avec l'américaine, qui est une des filles du couple que nous avions suivi dans Les Déracinés. Nous allons vivre aussi une pérégrination, mais là c'est plutôt un exil souhaité, un exil voulu, c'est pas un exil obligé comme ses parents ont dû faire, et on va avoir notre Ruth qui va devoir faire le chemin quasi à l'envers de ses parents. Ruth est née en République dominicaine, de parents autrichiens, juifs, habitués à la République dominicaine, et en fait, quelque part, Ruth ne sait pas qui elle est vraiment. Et en fait, tout ce livre va nous raconter la recherche d'une identité, la recherche d'un pays, la recherche d'une racine d'enfants, d'immigrés. Donc ça fait aussi écho à ce que nous pouvons vivre, nous, au quotidien, lorsque nous côtoient des enfants d'immigrés de deuxième, de troisième génération qui ne sont pas trop bien installés, pas trop bien assis dans un pays, et on va le retrouver avec Ruth. Alors on est toujours dans le même style de Catherine, c'est quelque chose, ça se lit, c'est goulayant, c'est fluide, son style est fluide. C'est émaillé là de mots étrangers, on va avoir quelques mots de yiddish, quelques mots espagnols, quelques mots anglais. Moi je trouvais que ça ressemblait, c'est moi qui parle, hein, vous n'êtes pas obligé de partager, un petit peu à des épices qu'elle nous mettait sur le plat qui était notre roman, et j'ai trouvé ça très très agréable, même si je ne savais pas tout traduire. Alors les personnages sont toujours très forts, sont toujours très très bien campés. Ils sont toujours aimables, ils sont toujours aimants, c'est je crois, une des marques de fabrique de Catherine. Avec ces mots étrangers d'ailleurs qu'elle parsème, elle nous fait, me semble-t-il, aussi toucher du doigt la difficulté qu'il y a à être un exilé, où des mots nous échappent. J'imagine, hein, quand on est dans un pays qui n'est pas le nôtre, certains mots nous échappent, et je pensais que c'était un petit quelque... Donc en fait, c'est l'histoire, c'est la saga, c'est les péripéties d'une jeune femme à la recherche d'elle-même et à la recherche de ses racines, et puis c'est à découvrir parce que c'est un très chouette roman. Sincèrement, quand je l'ai reçu, j'ai eu peur, parce que je sais la difficulté d'écrire un second roman quand le premier a été flamboyant, quand le premier a ramené énormément de palmes. Mais c'est un roman réussi. Et je ne peux que vous enjoindre à le lire, le découvrir. C'est un plaisir. Catherine, pourquoi avoir écrit un deuxième roman qui s'apparente au premier, au sens où les personnages sont bien présents? Alors, pourquoi écrire un deuxième roman? Tout simplement parce que les héros du premier roman, l'histoire se termine en 61, l'histoire des Déracinés. Donc c'est l'histoire d'un exil, c'est l'histoire on pourrait dire d'un, entre guillemets, replantage de racines, c'est-à-dire ces gens qui sont déracinés, qui quittent leur culture viennoise, autrichienne, et qui vont se retrouver effectivement dans une terre qui leur est totalement étrangère, sous les tropiques, une terre dont ils ne parlent pas la langue, ont finalement, à la fin du roman, reposé leurs racines.
Pour moi, qui se posait comme question, deux choses. La première chose, c'est que je me suis dit, forcément, la deuxième génération, donc trois choses même. Alors, la deuxième génération, des gens nés entre 1940 et 1945, ont probablement tous eu, ou la plupart d'entre eux ont eu des problèmes de digestion, on va dire, de l'histoire familiale. J'imagine aisément la difficulté d'avoir eu des parents collaborateurs, par exemple, il y en a eu, ou des parents résistants, ou des parents exécutés par les Allemands, ou des parents juifs qu'on ne reverra jamais. Donc là, Ruth, elle a 21 ans au début du roman, et finalement, elle est dans cette situation où l'histoire familiale est complexe, et où elle-même a du mal à se définir, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle a 21 ans, et que sa mère est une femme très forte, et qu'on a toujours besoin, à un moment ou à un autre, de s'affirmer par rapport à sa maman, et voire de couper le cordon. En tout cas, moi, je suis en plein dans cette problématique avec ma fille, et je pense que ça me touchait aussi de près. Elle a une deuxième difficulté, c'est qu'elle est née dans ce pays, dans cette île tropicale, qu'elle a un passeport dominicain, et que finalement, quand on la voit blonde aux yeux bleus, elle n'appartient pas à ce pays. Ses compatriotes ne la reconnaissent pas. C'est-à-dire que parfois, elle se moque en disant « mais je suis aussi dominicaine que toi, et tu vois mon passeport ». Et donc, il y a cette difficulté d'appartenir à un peuple auquel une citoyenneté en tout cas, à laquelle on ne correspond pas dans les critères physiques. Et puis, il y a cette espèce de gouffre aussi devant elle, c'est-à-dire les parents sont juifs autrichiens, donc il y a une partie de l'histoire familiale qui est en Autriche, qui a été en partie occultée. Il y a une partie de la famille qui a disparu dans la Shoah. Il y a cette possibilité de l'Amérique, et ça c'est vrai dans les îles des Caraïbes, notamment en République dominicaine. Les jeunes font beaucoup leurs études aux États-Unis, et il y a cette fascination de l'Amérique. L'Amérique d'ailleurs où ses parents auraient voulu aller et ils n'ont pas été accueillis. Et puis il y a aussi cette tentation d'Israël, puisque ces juifs de la deuxième génération, Israël leur dit les portes sont ouvertes pour tout juif où qu'il soit dans le monde. Donc il y a cette espèce d'abîme devant elle, et elle se dit je suis partout, je suis de nulle part, qui suis-je et où suis-je? Et c'est aussi ce qu'on peut appeler un roman d'apprentissage, c'est-à-dire le passage de l'état de jeune fille. Voilà, c'est une enfant qui a été extrêmement protégée, comme tous les enfants qui sont nés dans cette colonie, c'est-à-dire que les parents ont vraiment voulu en faire des petits rois et surtout les protéger de cette histoire lourde. Donc ils ont été élevés comme des petits princes, tout leur appartenait, la plage, le soleil, toutes les maisons leur étaient ouvertes. Et d'un seul coup, elle se dit qu'elle n'est pas adulte, elle n'est pas vraiment adulte. Et donc le fait de quitter sa famille, le fait de s'exposer, de se confronter à la culture américaine, peut-être qu'elle deviendra véritablement américaine, c'est aussi une façon de sortir de cette enfance prolongée où elle a été extrêmement protégée. Donc c'est tout ça l'américaine en fait. Alors le deuxième point, je l'ai abordé, c'est l'histoire des relations mère-fille et de la nécessité pour une jeune femme de vivre et d'exister en tant que femme, quand on a une mère qui est brillante, toute puissante, flamboyante. Le troisième point qui était important pour moi, et ça répond à la question de Mireille, pourquoi écrire une suite, c'est que dans ce volume-là, l'histoire de la République dominicaine s'arrête en 1961. On vient d'assassiner le dictateur. D'ailleurs, il y a un très beau roman qui a été écrit qui s'appelle La fête au bouc de Vargas Llosa, que je vous conseille de lire. C'est un prix Nobel de littérature, donc voilà. Et on est dans cette journée de l'assassinat du dictateur. Donc le dictateur vient d'être assassiné, et moi, la République dominicaine, c'est mon deuxième pays. Donc je me disais, on ne peut pas laisser l'histoire de ce pays en plan. De 61, il s'est passé beaucoup de choses. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était de traverser l'histoire du pays. Donc les années qui suivent la dictature sont des années qui sont très difficiles pour le peuple dominicain, puisque c'est des années où on va essayer de marcher vers la démocratie, mais on va mettre en place un président socialiste, les Américains n'en veulent pas, les Américains débarquent avec leurs GIs, leurs bateaux de guerre, etc. Et finalement, c'est la guerre civile. Bon, c'est un petit pays que personne ne connaît, sauf pour ses plages, mais c'est un pays aussi qui a une histoire. Et donc, je voulais poursuivre cette histoire de ce pays que j'aime beaucoup. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous n'hésitez pas. Pourquoi avoir choisi Ruth ? Nous avons
eu une kyrielle de personnages au sein des Déracinés. Et on aurait pu suivre aussi l'évolution de son frère Frédéric ou de sa copine. Ruth, c'est la fille des héros, effectivement elle a un frère, mais bon, moi les histoires, je l'ai dit entre les lignes, donc moi je suis maman d'une jeune fille aussi, donc les histoires, les relations d'une mère à une fille m'intéressent, et puis bon, je suis une femme, donc c'est un roman sur les femmes, où les femmes ont la part belle, même si les héros masculins sont très présents, parce que finalement dans l'américaine, on va rencontrer dès le début, donc je pollue pas la lecture, mais dès les premières pages, Ruth va rencontrer un compatriote qui va avoir un rôle très important dans sa vie. Et ce personnage masculin, lui, il est dominicain, il fait le même parcours qu'elle, il va faire ses études aux États-Unis. Et c'est aussi l'itinéraire parallèle de deux personnages, un garçon et une fille, qui sortent de l'adolescence et qui vont devenir adultes, qui vont devoir faire des choix, qui vont devoir affirmer leur identité respective. Donc Ruth m'intéressait plus parce que c'est une fille, parce que je pense qu'elle avait peut-être plus de potentiel que son frère, que j'ai défini tout de suite comme quelqu'un qui est beaucoup moins dans le questionnement, beaucoup moins dans la recherche de lui-même. Il est sûr de tout, c'est pas quelqu'un de compliqué, le frère. Lui, il s'est trouvé dans son travail, il s'est trouvé dans cette ferme qu'il exploite, il s'est trouvé dans la femme qu'il va épouser. Donc lui, ses racines, elles sont plantées, il se pose pas de questions. Voilà. Pour Ruth, c'est plus difficile. Tout à fait. Est-ce qu'on peut imaginer une suite? Est-ce qu'on peut imaginer un autre personnage? Moi, j'aimerais bien suivre l'évolution de Gaïa, par exemple. Alors, il ne faut pas trop parler de Gaïa, parce que sinon, on va en dire trop. Pas qui est. Mais oui, comme je le disais, donc Ruth, elle a 21 ans quand on commence le livre. C'était aussi pour moi intéressant de faire cette traversée des États-Unis, c'est-à-dire c'est une période beaucoup plus proche de nous que 1930-1961. C'est vraiment une période assez fascinante aux États-Unis. Il se passe plein de choses. Il y a la guerre du Vietnam, il y a la marche pour les droits civiques, il y a le début du mouvement hippie, les grands concerts de musique pop qu'on a tous connus, qui ont fait notre jeunesse. Et donc c'était aussi pour moi l'envie de traverser ces États-Unis où la contre-culture bouleverse complètement la culture existante et où oui, c'est une nouvelle société qui se dessine. Donc Ruth, en fait, elle va... Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles elle part aux États-Unis, c'est-à-dire qu'elle va marcher dans les traces de ses parents. Son père voulait devenir journaliste, sa carrière a avorté à cause du nazisme, il n'a pas pu être le journaliste qu'il voulait être, il avait juste commencé sa carrière quand il a été obligé de quitter l'Autriche. Donc Ruth, elle va finalement endosser le destin que son père n'a pas eu. Et elle va faire cette école de journalisme, ce qui dessine un personnage aussi très curieux sur son environnement. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui se passent autour d'elle et auxquelles elle assiste comme une jeune femme qui découvre, qui s'implique dans la culture du pays dans lequel elle vit. Et alors, pour la suite, effectivement, on la laisse, elle a 27 ans. À 27 ans, elle aura beaucoup voyagé, elle ne sera pas restée aux États-Unis simplement. Elle va avoir, comme tous les juifs de cette génération-là, l'expérience du kibbutz et la tentation d'Israël. Et donc, on la laisse à 27 ans. À 27 ans, elle aura fait un choix de vie, un choix véritablement d'identité, mais elle n'a que 27 ans. Quant à sa famille, par exemple sa mère Alma, qui est l'héroïne du premier roman, elle est encore toute jeune, elle a 55 ans, elle est vraiment toute jeune, il y a plein de choses qui peuvent lui arriver. Donc on peut avoir une suite. Donc on peut avoir une suite. Simplement, oui, puis il y a aussi une chose qui est très symbolique pour moi, c'est que ce roman, il est né d'une rencontre avec une personne, un monsieur que j'ai rencontré qui avait 80 ans à l'époque, qui m'a raconté cette histoire de cette colonie. Et ce monsieur, il est mort à 101 ans. Et c'est quand j'ai appris son décès que je me suis vraiment plongée dans l'écriture en me disant, voilà, cette histoire mérite d'être connue. C'est pas mon histoire, c'est une histoire dont on m'a fait cadeau. Ces gens-là ont été courageux, c'est des gens qui ont vraiment réinventé leur vie avec beaucoup de détermination, beaucoup de courage.
C'est des vrais gens, c'est pas des... Alors, mes héros sont fictifs, bien sûr, mais ils endossent, ils recouvrent de multiples personnages qui ont vraiment existé. Et donc, ce monsieur est mort à 101 ans. Il n'a jamais su, parce que je ne l'ai pas revu. Enfin, je l'ai revu à plusieurs reprises, mais pas au moment où j'avais décidé d'écrire le livre, puisqu'il n'était plus là. C'est effectivement son décès qui m'a donné le courage d'affronter l'écriture, même si j'y pensais depuis longtemps. Et dans ma tête, je me dis qu'il y a quelqu'un qui doit aller jusqu'à 101 ans dans ce moment. Donc, voilà. Parce que c'est une forme d'hommage, voilà. Et que je serais contente si un jour on traduisait ce livre en espagnol et en anglais pour que ses descendants, puisqu'il en a, connaissent l'histoire et voient finalement tous les symboles dans l'histoire de cette saga. Alors si vous aimez effectivement les histoires, il faut absolument lire l'américaine, mais ce n'est pas qu'une histoire, parce que c'est aussi l'un des talents de Catherine. On baigne dans l'histoire avec un grand H, elle l'a évoqué, on va rencontrer effectivement les États-Unis des années 60 et tout ce qui va s'y passer à cette époque-là. Comme on avait vu dans Les Déracinés, l'histoire avec un grand H qui quand même dominait, qui couvrait du nombre en tout cas, l'histoire de nos héros. C'est aussi l'un des talents, me semble-t-il, de Catherine, c'est de nous révéler des choses inconnues. Alors c'est vrai que dans Les Déracinés, personnellement, moi j'avais été assez étonnée puisque je ne savais pas qu'il y avait eu une immigration juive sur l'île de Saint-Domingue. Là, ce sera différent, mais je vous livre quand même quelque chose qui moi m'a beaucoup frappé, c'est Bambi. Vous connaissez Bambi, vous a souvent été présenté par Disney, enfin, en tout cas c'est mon cas. Et bien sachez que Bambi était un récit qui a été interdit sous le régime nazi. Voilà, ça c'est Catherine, sans jamais être docte, elle nous apprendra plein de petites choses. Et c'est pour moi hyper agréable de sortir un petit peu plus sachant d'un livre en dehors d'avoir pris le plaisir de le lire. Mais ça c'est le hasard de l'écriture et de la curiosité quand on écrit, il se passe des choses étonnantes parfois. C'est-à-dire que oui, effectivement, je me disais que cette tante aux États-Unis qui a un petit enfant lui raconte forcément des histoires le soir et qu'elle compte raconter. Alors il y a évidemment les cultures autrichiennes aussi. Donc elle va raconter des contes allemands, Hansel et Gretel, et puis moi j'ai toujours adoré Bambi. Et finalement, en cherchant, je me suis rendu compte que Bambi d'abord avait été écrit par un Félix Salten qui était autrichien, et que le régime nazi avait interdit ce récit en considérant que c'était un symbole du juif qui était persécuté. Le petit Bambi était un symbole du juif persécuté par les nazis et que ça ne pouvait pas être lu, montré aux enfants. Donc Disney n'a fait que récupérer une histoire déjà existante. Et donc cette tante, effectivement, par revendication, par revanche, par identité, à son petit garçon, elle a offert toute la série des contes de Félix Salten, et on voit effectivement des tas de petits personnages en dehors de Bambi qui peuplent la jeunesse de cet enfant. Il y a d'autres choses comme ça qui sont étonnantes. Voilà, par exemple, j'avais vu un film qui était formidable, qui s'appelle je sais plus, d'un seul coup j'ai un trou. Voilà, vous me troublez, j'ai un trou de mémoire. C'est une histoire de prisonniers américains qui vont se retrouver sur une plage au Mexique. Les échappés, je sais plus. Quelqu'un a vu ce film ? C'est un très beau film, je suis sûre que vous l'avez vu et je suis désolée de ne pas me rappeler du titre. Bon, ils partent sur une plage et ils se donnent rendez-vous et ils savent qu'ils vont être libérés dans 20 ans, dans 30 ans, et donc ils se donnent rendez-vous sur une plage à Zihuatanejo au Mexique. Je m'étais dit, cette plage, il faut que j'y aille. Et cette plage est tellement magnifique que je me suis dit un jour, je parlerai de Zihuatanejo, parce que c'est un endroit pour moi complètement mythique. Voilà. Et puis ça résonnait avec ce film qui est un très beau film sur les prisons américaines, sur l'amitié de ce noir américain et de ce comptable qui ont été emprisonnés pour des raisons diverses, mais qui vont finalement
se retrouve. La dernière image du film, c'est le deuxième qui a réussi à sortir de la prison, qui arrive sur la plage et qui voit son copain en train de peindre la barque de pêche. Voilà. Et donc, en cherchant, voilà, je me suis rendu compte que ça tombait parfaitement dans mon récit. Zihuatanejo, c'est là où un professeur de faculté américaine a fait ses premières expériences sur le LSD. Et donc, on retrouve là l'origine des premières expériences universitaires sur le LSD, des conséquences avec un groupe d'étudiants. Donc, bien évidemment, Ruth va connaître cette expérience. Je ne vous dis pas comment, mais bon, voilà. Mais c'est marrant comme les briques, parfois, interviennent et il n'y a plus qu'à les cueillir. On ne sait pas pourquoi les coïncidences se font et ça se passe à Zihuatanejo. Donc, quand on lit ça, on se dit, ben voilà, mais non, moi ça vient de plus loin et c'est amusant comme les choses se dessinent d'elles-mêmes dans l'écriture d'un roman, finalement. Peut-on imaginer que la fille de Ruth reviendra sans doute, va essayer de retrouver les racines? Ben, vous saurez la réponse en lisant le livre. Non, je ne peux pas vous le dire parce que mais c'est tout son questionnement, c'est-à-dire, encore une fois, elle est blonde aux yeux bleus dans un pays où tout le monde est métissé avec la peau cuivrée. Quelques Espagnols gardent la peau blanche, mais très peu. Elle est d'origine juive, pas très pratiquante, mais bon, quand même, les grands rites, surtout pour les décès, pour les grandes fêtes, on pratique un tout petit peu pour respecter la culture dont on est issu, dans un pays catholique. C'est une femme dans un pays machiste, donc finalement, il va falloir qu'elle se décide à affirmer son identité et à dire qui elle est et surtout où elle veut vivre. Parce que finalement, c'est aussi une citoyenne du monde qui pourrait vivre un peu où elle veut. C'est aussi intéressant cette histoire de culture mixte, c'est-à-dire que je pense que beaucoup d'entre nous ont des enfants qui voyagent ou qui sont... ma fille a un double passeport, elle a un double passeport d'Amérique latine et d'Europe. Et je me rends compte à quel point ce tiraillement entre deux cultures peut être à la fois très enrichissant et parfois extrêmement douloureux parce qu'il y a des choix à faire. Et donc c'est tout ça le questionnement de Ruth, c'est aussi où vivre et quel choix faire et des choix qui déterminent le reste de la vie finalement. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Il y a Brothers dans le titre du film que vous cherchez, ils ont des t-shirts rayés. Il y a Brothers dans le titre. En anglais, les échappés, les enchaînés? Non, les... Je sais plus. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est un film où c'est un jeune comptable qui a tué l'amant de sa femme, qui le trompait, qui se retrouve en prison et il rencontre Morgan Freeman qui, lui, a été emprisonné, je crois, je sais plus pourquoi, pour un assassinat aussi, quelque chose comme ça. Et il va naître une amitié entre ces deux prisonniers. Je crois que ça s'appelle Les Évadés. C'est un film magnifique, absolument magnifique, où il y a des scènes où ils construisent le toit de la prison, ils construisent un toit et ils ont des caisses de bière, ils arrivent à négocier des caisses de bière avec l'encadrement de la prison. Il y a des scènes absolument sublimes. C'est l'histoire d'une amitié improbable entre ces deux hommes qui vont refaire leur vie dans un petit port de pêche qui s'appelle Zihuatanejo. Et le premier qui sort dit au deuxième « je t'attendrai là-bas ». Et il arrive des années après l'autre, mais ils y arrivent. Les Évadés, je crois. Oui, je crois aussi. Et la couverture des livres, c'est vous qui la choisissez? Alors, la couverture du premier, oui. Alors, je sais pas, ça dit quelque chose? Alors, la couverture du premier, je l'ai trouvée en errant des heures et des heures et des heures sur Internet. Parce que je voulais une couverture qui exprime à la fois l'époque, donc dans la tenue des gens, voilà. Et je voulais une couverture qui exprime aussi la joie de vivre. Et j'ai trouvé cette image qui se passe sur une plage et où il y a vraiment cette énergie vitale de personnes jeunes. Dans le premier livre, pour des tas de raisons qui sont expliquées, on les a recrutés, on a pris des gens très jeunes. Et ces gens-là qui vont travailler très fort vont aussi avoir, en compensation, on va dire,
une plage de 3 km de long avec un sable blanc, une mer turquoise. Et la plage, la mer, c'est vraiment l'endroit de tous les plaisirs. Les plaisirs sociaux, c'est là qui se donnent rendez-vous, c'est là qu'il y a les rendez-vous amoureux, c'est là qu'ils font les bains de minuit, c'est là qu'ils viennent pique-niquer le dimanche. C'est vraiment le lieu social par excellence où ils s'amusent. Et ils sont très jeunes, et finalement, enfin, ils ont entre 20 et 30 ans, et cette image, elle était exactement ce qu'ils vivent eux, entre eux, parce qu'ils sont dans cet esprit communautaire quand même. Ils ont besoin de se distraire après le dur travail de construction, puisqu'ils construisent leur maison, ils exploitent leur ferme. Et donc c'était pile la bonne image. Et quand je l'ai choisi, je l'ai montré, j'ai dit à mon éditrice, voilà, la couverture que je veux. Elle m'a dit, oh, super, cette couverture, magnifique, c'est très beau, donc on va la prendre. Et puis 2 jours après, mon éditrice m'a rappelé en me disant, oh là là, Catherine, on ne va pas pouvoir prendre cette couverture parce que savez-vous qui est sur la couverture? Je dis, bon non. Alors on me dit, non, c'est Marilyn Monroe, donc ça va être beaucoup trop cher, on ne va pas pouvoir l'acheter, on va devoir acheter les droits. Donc bon, je me suis dit, on va se mettre en quête d'une autre image. Bon, il y avait d'autres hypothèses. Et puis 2 jours après, elle m'a rappelé en disant bon, finalement, on peut la prendre parce que c'est une image qui n'est pas connue, c'est un photographe qui n'est pas connu, elle n'est pas vraiment Marilyn, elle est plutôt Norma Jean, bref, c'est pas très cher, donc on la prend. Et tout le monde a adoré cette couverture, tout le monde trouve que la véritable image, en réalité, elle est en noir et blanc. Hein. Ils l'ont passée en sépia, mais elle est en noir et blanc. Quant à la deuxième, moi j'avais fait des propositions, là c'est le graphiste de la maison d'édition qui l'a trouvée. Et effectivement, l'image de cette jeune femme qui lit solitaire sur les marches de la bibliothèque de New York, avec l'Empire State Building au fond, c'est vraiment l'image de route. C'est-à-dire, elle est étudiante, elle est dans la mode, parce qu'on voit que cette jeune femme, elle est un peu lookée. Elle est dans la mode des années 60, qu'elle découvre d'ailleurs, parce qu'elle, où elle vit, c'est shorts et sandales, hein, donc elle devient une New-Yorkaise. Et puis elle étudie, et puis elle lit beaucoup, et puis elle se pose des questions, et elle est aussi parfois un peu solitaire. Donc c'était une très belle image pour exprimer Ruth et ses questionnements. Vous avez dit que vous aviez une relation particulière avec la République dominicaine. Est-ce que c'est indiscret d'essayer de deviner si ce n'est pas la nationalité du père de votre fille? Ah non, pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. Moi j'ai toujours été très très attirée par et Dieu m'en garde parce que franchement les Dominicains c'est pas c'est vraiment des gens qui pensent qu'à rigoler au plaisir, c'est vraiment un peuple caraïbe quoi. Donc non, tant mieux quand on les connaît. Pourtant j'ai beaucoup d'amis dominicains, mais c'est pas des gens très fiables au niveau, c'est comme les Cubains, c'est pas des gens très fiables au niveau des non, mais c'est simplement un pays dont je suis tombée amoureuse et dans lequel où j'ai acheté une maison, dans lequel je passe beaucoup de temps, dans lequel j'ai beaucoup d'amitié. Voilà. Alors, c'est un pays que j'aime justement pour tout ce que je viens de décrire. C'est-à-dire que là-bas, les gens dans la rue vous appellent mon amour, ma princesse, ma reine. Vous avez 4, 5, 10 demandes en mariage par jour, du chauffeur de taxi, du chauffeur de bus, de la personne qui vous donne de l'essence à votre voiture. Puis tout le monde rigole, quoi. Tout le monde rigole tout le temps. Et donc, c'est un pays joyeux, voilà. Et c'est un pays où c'est agréable de vivre, mais j'y vivrai pas à plein temps, parce que c'est un pays où c'est difficile de vivre aussi, parce que c'est difficile de travailler, c'est difficile d'avancer dans ces conditions-là. Et puis il y a des problèmes aussi économiques, sociaux, évidents. Mais moi je l'ai connu ce pays parce que j'ai écrit les premiers guides touristiques français sur le pays. Donc c'est comme ça que je l'ai connu en profondeur. Et c'est un pays qui mérite mieux que juste les pages des catalogues, c'est un pays d'histoire aussi quand même. C'est un pays de belles... c'est la première capitale du Nouveau Monde. Donc vous avez une ville coloniale du XVIe siècle absolument sublime. Donc voilà, c'est un pays qui mérite mieux que les pages uniquement des agences de voyage. Voilà.